procéder à l'explication linéaire de Ma Bohème, Fantaisie, d'Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud n'a que 16 ans quand il recopie les 22 poèmes que constitue le recueil. Il est alors à Douai, car il a trouvé refuge chez les tantes de son professeur Isambard, après avoir fugué. Il transmet ses cahiers au poète Demeny dans l'espoir de se faire publier, en vain, puisque les cahiers de Douai ne paraîtront que de façon posthume. Le poème qui nous intéresse est le dernier poème du recueil. On peut voir que c'est un sonnet, une forme traditionnelle, que Rimbaud assouplit toutefois pour exprimer sa soif de liberté. C'est-à-dire qu'il est irrégulier dans la mesure où les rimes diffèrent d'un quatrain à l'autre. Dans ce poème, le poète évoque ses fugues et exprime sa conception de la poésie. Nous allons procéder à la lecture. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit pousset rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ourse. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou, et je les écoutais, assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur, où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Alors il s'agira dans ce poème de voir en quoi il s'agit à la fois d'un art de vivre et un art poétique. Donc pour répondre à cette question, à cette problématique, nous étudierons dans un premier temps le premier quatrain qui présente le poète comme un vagabond. Dans le deuxième quatrain et le premier tercet, nous montrerons que le poète est en communion avec la nature. Enfin, dans la dernière strophe, le second tercet, il s'agira de la création poétique. Mais tout d'abord un mot sur ce titre, Ma Bohème, Fantaisie. Tout d'abord, il faut savoir que l'orthographe est ambiguë. Euh, on a du mal à lire sur le manuscrit s'il s'agit d'un accent circonflexe ou d'un accent grave. La Bohème avec l'accent circonflexe fait référence aux Bohémiens, un peuple nomade originaire de République tchèque. Donc ce serait une référence aux gens du voyage, ce qui convient bien finalement au thème de ce poème qui est le voyage, l'errance. Et la bohème avec l'accent grave renvoie à l'idée de vivre au jour le jour pour les artistes parisiens, à l'idée d'insouciance qui correspond là également à ce que vit le poète. Quant au sous-titre Fantaisie, il renvoie à l'idée de liberté physique, de vagabondage, mais aussi de liberté poétique, puisque le poète joue avec les règles traditionnelles. Donc ce titre nous permet vraiment de délimiter, de proposer notre projet de lecture. Alors, pour commencer, dans le premier quatrain, on voit que le poète se présente comme un vagabond, tout d'abord à travers les verbes de mouvement. Au vers 1, au vers 3, on a la répétition de cet imparfait d'habitude dans le verbe aller, et il n'y a pas de complément circonstanciel de lieu, donc une absence de destination. À travers ce verbe de mouvement qui est à l'imparfait d'habitude, on voit que l'expérience s'est répétée et il n'y a pas voilà, de destination précise, hein, c'est bel et bien une errance. Les pronoms de la première personne et les déterminants possessifs sont extrêmement présents, je, M apostrophe, J apostrophe, mais ou mon. Donc ça met en évidence la dimension autobiographique. Dans le premier vers, la référence au point ou encore le mot assez familier, crever, euh, témoigne d'une certaine révolte, une révolte de Rimbaud contre la société bourgeoise qui peut-être l'oppresse. En tout cas, ça renvoie à une attitude de colère, mais aussi situation de pauvreté, comme en témoigne le champ lexical dans Les poches crevées,
le paletot qui devenait idéal. Autrement dit, les vêtements sont troués, mais il faut remarquer que Rimbaud ne souffre pas de sa pauvreté. Le terme idéal est valorisant puisqu'il a le sens de merveilleux ou le sens d'abstrait, hein, dans le sens où son paletot n'est plus qu'une idée de paletot tellement il est abîmé. La marche de Rimbaud se fait en pleine nature, sans limite spatiale, comme le montre le complément circonstanciel de lieu sous le ciel au vers 3. Le lexique qu'il emploie après le mot crevé est particulièrement soutenu. Idéal, le ciel, muse, ou encore féal, amour splendide, rêvé. En fait, on a même des références médiévales, un peu une manière pour Rimbaud de renouveler le cliché romantique de l'inspiration venue du ciel et du chevalier servant qui est inspiré par sa dame. Sa dame, c'est la nature qui est personnifiée et qui est apostrophée. L'enthousiasme du poète est très présent, avec la modalité exclamative qui revient 5 fois, ou encore à travers l'interjection oh là là, hein, qui est une marque d'oralité. On peut voir là une forme d'ironie parce que cet enthousiasme est exagéré. De même, notons les amours splendides. Ici, Rimbaud emploie le pluriel. Euh, pour nous rappeler que ce n'est pas un seul amour en fait, ce sont des amours splendides et splendide rend compte d'une hyperbole, ce qui, ce qui crée en fait une surprise parce que on a à la fois cette marque d'oralité, oh là là, assez familière, et à la fois un lexique beaucoup plus soutenu, beaucoup plus exagéré. Donc là encore, on a presque un clin d'œil, il en fait presque trop, on est dans une forme d'ironie. Pour terminer sur, sur ce premier mouvement, on voit que dans le vers 4, le rythme est brisé, hein, il est en 3, 5, 4, et on a beaucoup de monosyllabes. En fait, c'est une manière pour le poète de disloquer l'alexandrin, parce que la césure, elle est effacée, peut-être une manière de montrer son autodérision face à cette exaltation qu'il a pu ressentir. Donc au terme de ce mouvement, le poète insiste sur sa liberté de mouvement, il est en fugue, il est en révolte, et il insiste également sur sa liberté dans l'écriture, puisqu'il prend certaines distances avec le romantisme. Dans le deuxième mouvement, Arthur Rimbaud se met en communion, se présente comme en communion avec la nature. Pour commencer, de nouveau, il insiste sur les conditions de vie qui sont assez dures, hein, il n'y a pas de confort. Mon unique culotte, il parle encore de larges trous. On entend d'ailleurs les allitérations en que, en r. Donc on a de nouveau une insistance sur le dénuement. Il n'a pas de change, il n'a pas de bagage. Et le vocabulaire est assez prosaïque, hein, avec cette unique culotte et le large trou. En quelque sorte, l'image à travers cette image, il nous montre son derrière. La périphrase petit pousset rêveur confère une idée de jeunesse, une idée d'abandon aussi, hein. On le sait d'ailleurs que Rimbaud a perdu n'avait plus de père à partir de 6 ans. Et la référence au conte de Perrault annonce la transformation magique du paysage qui va avoir lieu juste après. Au vers 6-7, on peut constater le rejet. J'égrenais dans ma course des rimes. Donc ça imite finalement le mouvement des rimes qui sont semées au gré des chemins. Et Rimbaud ne s'attache pas à ses productions poétiques. Il refuse en quelque sorte de se prendre au sérieux. D'ailleurs, le clin d'œil est assez amusant. On est dans le domaine presque scatologique, puisqu'il passe de la culotte au trou et au verbe égrener. L'auberge du poète était à la grande ourse. Il parle ensuite des étoiles au ciel. Donc le champ lexical là est tout à fait cosmique et à travers la métaphore, il nous montre qu'il dort à la belle étoile. Donc il est en union avec l'univers. Son refuge, c'est la nature qui est protectrice, qui est accueillante. Il a besoin d'espace et finalement, il n'a pas d'objet avec lui, mais il utilise beaucoup de déterminants possessifs. Ici, mon auberge, mes étoiles. Il refuse le matérialisme. Sa seule richesse, c'est la nature, nature qu'il s'approprie. À travers les étoiles qui s'animent,
de façon presque érotique, hein, avec le froufrou des étoiles. Donc on a là une onomatopée et puis une allitération en ou, hein, avec ce son ou qui revient, avec cette personnification également. On voit qu'il est à l'écoute de la nature et la nature aiguise ses sens. En effet, on peut voir la présence de différentes sensations, écoutait, bon, sentait ou vin. Donc on a on a quatre sens ici qui sont évoqués. Il est dans un bien-être absolu et les sensations communiquent entre elles. Les sensations sont euh, comment dire, on a en fait ce qu'on appelle une synesthésie, c'est-à-dire qu'il va transfigurer la réalité, puisqu'il passe de la vue, le sentiment des étoiles, au toucher et à l'ouïe, puis du toucher avec la rosée, au goût à travers le vin. Donc je les écoutais, ces bonsoirs où je sentais des gouttes comme un vin de vigueur. Et d'ailleurs, l'ouïe, elle est rendue à travers la musicalité, puisqu'il y a de nombreuses allitérations, en S, en R, en V. On entend en fait les sons perçus par le poète. Les compléments circonstanciels de lieu, assis au bord de route, et de temps, ces bons soirs de septembre, nous présentent le poète à l'écart, dans une forme de marginalité. Quand il s'arrête, il contemple, il écrit, et le mot route est au pluriel, il n'a encore une fois pas de destination. Il est juste bien, comme en témoigne l'adjectif mélioratif bon. En fait, il a un souvenir heureux de sa fugue et il se nourrit de la nature qui est comme un vin de vigueur. Cette comparaison montre à quel point la nature est nourricière. Elle lui offre une nourriture spirituelle et l'image du vin renvoie à l'ivresse des sens. Enfin, constatons à la fin de ce mouvement un rythme déséquilibré. Dans tout le mouvement, hein, on a d'abord les tirets au vers 6 et 7, et je les écoutais au vers 9, qui permet vraiment d'unir les deux strophes. Les gouttes de rosée présentent un enjambement, donc il joue sur la forme en déséquilibrant les vers. Au terme de ce mouvement, on voit bien à quel point Rimbaud communie avec la nature, qui provoque en lui des sensations proches de l'ivresse. Pour terminer, dans le dernier mouvement, donc le deuxième tercet renvoie à la création poétique. D'abord, le champ lexical de la poésie est très présent. On a rime, on a lire, on a pied. Le poème parle de poésie. C'est ce qu'on appelle un art poétique. Rimbaud voit l'invisible. Il transforme le paysage qui s'agrandit puisqu'il est au milieu des ombres fantastiques. On voit qu'on est passé de fantaisie à fantastique. Donc, c'est ce qu'on appelle un polyptote. Et le paysage s'agrandit véritablement. Le paysage se transforme avec la comparaison comme des lyres. Et ici, l'association est étonnante entre la lyre d'Orphée et les lacets. Là encore, Rimbaud, je pense, met à distance les clichés romantiques, d'autant plus qu'on a un peu un jeu de mots entre délire et le mot délire. La rime est plus que riche, hein, les léonines entre fantastique et élastique, c'est presque de la provocation puisqu'on a 5 sons communs pour associer un terme noble à un terme trivial. D'ailleurs, on a de nouveau des termes prosaïques avec élastique, soulier, pied. Donc Rimbaud renouvelle l'écriture poétique parce qu'il crée en s'inspirant de réalités triviales. Pour terminer, il va se présenter dans une position déséquilibrée, de même que le vers 13 est déséquilibré. On a un rythme en 4-4-4 qui va effacer la césure et en plus on a un enjambement. Donc on a là un jeu poétique. Le poète s'émancipe par rapport à l'alexandrin. De nouveau des souliers qui sont blessés, donc des souliers qui sont personnifiés et qui renvoient à la fois à une réalité, au réalisme euh, de, la, de la pauvreté, et à la fois au lexique du corps avec le pied et donc ensuite le cœur. On a un jeu de mots parce que le pied c'est à la fois la syllabe d'un vers et une partie du corps. Donc on peut se demander est-ce que là Rimbaud renvoie à une position acrobatique ou est-ce qu'il garde l'image romantique de la blessure. Au terme de ce mouvement, Rimbaud met en application sa conception de la poésie, puisqu'il s'émancipe des contraintes traditionnelles
et il cherche à surprendre. Donc il s'agissait de voir en quoi on avait à la fois un art de vivre et un art poétique. Dans les deux cas, à travers la liberté dont témoigne Rimbaud, on voit bien qu'on a un art de vivre. Le titre Ma Bohème renvoie à cet art de vivre à travers l'errance, la liberté, une forme de révolte, la pauvreté, la communion avec la nature. Et le sous-titre fantaisie renvoie bien à cet art poétique puisque Rimbaud joue avec les codes traditionnels de la poésie et il refuse de se prendre au sérieux. Le sonnet est irrégulier avec l'irrespect des rimes dans les quatrains. On a le rythme de l'alexandrin qui est souvent haché puisque la césure peut être gommée, on a des rogers, des enjambements, des tirets. Donc ça donne un débit proche de la prose. Les mouvements ne suivent pas ceux des strophes. D'ailleurs, on a un enjambement entre le deuxième quatrain et le premier tercet. Des rimes étonnantes avec l'onomatopée, froufrou, des termes familiers, et donc cette coexistence entre le lexique sautonu et le lexique familier. On peut comparer ce poème au poème Sensation, puisqu'on retrouve les mêmes thèmes, mais Sensation, qui plutôt au début du recueil était un projet exprimé au futur, alors que là c'est plus le poème du bilan à l'imparfait. Rimbaud a atteint sa maturité poétique et il propose désormais sa conception de la poésie.